Territory, le podcast cinéma des territoires isolés. You drove here? I'm sorry he stopped teaching the class. I look forward to it. hande komin holben 您这熊猫弄去。去了那什么满洲里，你又能怎么办？ Let's go, let's go. La politique, c'est comme une discothèque. Ici, ils l'ont appelé le paradise, mais ils sont trop cons. C'est une soirée avec le diable. Bonjour à toutes et tous, merci d'être fidèles à ce rendez-vous des cinémas en territoire isolé. Et oui, c'est un épisode très cinéphile qui nous attend, et rien de mieux que la fameuse introduction pour lancer les hostilités. Aujourd'hui, dans Territory, nous partageons cette heure face à un invité inédit, avec qui nous parlerons de films avec un S. Il est plus que certain que parmi nos auditeurs, quelques-uns ou quelques-unes le connaissent comme créateur digital à succès, d'abord autour de la gastronomie avec ses réseaux Théo Yapping, ayant pris récemment un virage radical marqué par un goût certain pour le cinéma de tous les horizons. Il est devenu Théo Bavarde. Il est ainsi possible de pouvoir l'entendre, vous commenter ou partager l'actualité de notre 7e art. Et comme nous aimons par-dessus tout parler des films qu'on aime, qui mieux qu'un spécialiste au coup d'œil aiguisé, pour venir partager avec ce qui l'anime depuis ces dernières semaines, mais aussi depuis toujours. Tout en touchant à l'exercice de notre ligne à travers le prisme des territoires isolés. Mais peut-être au fond, à travers une première question primordiale qu'on pourrait entendre dans un épisode de l'émission d'Arte Blow Up. Mais au fond, c'est quoi être créateur de contenu? Bonjour Théo Guyon, bienvenue dans Territory. Bonjour, je suis très heureux d'être là, j'adore cette présentation, merci beaucoup. Merci d'être avec nous donc, pour cette heure de grande cinéphilie, en phase avec l'actualité et les territoires isolés. Alors Laetitia, je te laisse la main pour entamer le dialogue avec notre invité. Comme l'évoquait Germain plus haut, c'est vrai qu'il y a une première question primordiale pour poser les bases et annoncer la couleur. C'est quoi aujourd'hui être créateur de contenu digital dans le secteur du cinéma ? Eh bien, bonne question. Moi, j'ai été créateur de contenu depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait pas mal d'années déjà. Et à l'époque, ça n'existait pas vraiment comme métier, c'était juste des gens qui postaient sur YouTube. À l'époque, principalement, il n'y avait pas TikTok, Instagram ou quoi. Donc on postait des choses parce qu'on avait envie de s'exprimer, et c'était une plateforme un peu naturelle. Et c'est devenu une sorte de métier, en tout cas, c'est devenu un métier, c'est devenu une vraie profession, quoi. Je pense à l'époque du Covid. Après le Covid, où des plateformes comme TikTok ou Instagram avec du format court ont amené plein de gens à s'y intéresser, à créer du contenu plus facilement que des vidéos sur YouTube qui demandaient parfois du matériel, un studio, une équipe. Et aujourd'hui, créateur de contenu, ça serait des personnes qui font de l'audiovisuel, ça peut être audio, podcast, ça peut être vidéo courte, longue, et qui postent ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est forcément lié aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec les algorithmes et tous les problèmes que ça peut engendrer. Mais c'est, le créateur de contenu, il est lié aux réseaux sociaux. Et comment toi, tu explores l'idée de parler d'un film plus qu'un autre sur tes réseaux ? Est-ce que tu suis une dynamique particulière en fonction de ta communauté ? Puisque tu avais une autre communauté avant qui du coup t'a suivi, j'imagine, ou tu es obligé de chercher une autre communauté. Et est-ce que tu te laisses aussi prendre par l'actualité cinématographique ? Enfin, comment tu penses je sais pas si je dirais DA, mais un peu, ouais. En fait, moi, à la base, j'étais sur un compte qui parlait de la food et des restaurants à Paris, et même en anglais au tout début. Donc, c'était vraiment axé tourisme. Et j'avais vraiment envie de me reconnecter à ma passion pour le cinéma, parce que j'ai fait des études à la fac en cinéma, et du coup, c'était ma passion première. Je m'en suis éloigné avec un succès sur les réseaux qui a été un peu soudain, et je suis allé prendre un peu ce saut-là. Et aujourd'hui, là, depuis quelques mois, je me reconnecte à la création de contenu autour du cinéma. Et je suis parti d'une idée simple, c'est que je pense que le cinéma, ça reste une niche. C'est un peu bizarre à dire en tant que dans un podcast cinéphile, parce qu'on se dit que le cinéma, tout le monde y pense tout le temps parce qu'on adore ça. Mais en fait, ça reste quand même très niche. C'est un art, et un art, ça demande aussi une pédagogie, de s'y intéresser, d'aller explorer des choses. Et la plupart des gens regardent juste ce qui passe à la télé ou ce qui passe au cinéma dans leur ville et s'y intéressent pas plus que ça. Et je me suis dit, si je veux aller intéresser plein de gens à des films, je peux pas juste parler du film, je dois aller prendre des sujets qui vont toucher plein de gens. Donc je suis allé prendre des sujets un peu sociaux, politiques, des sujets qui pouvaient m'être un peu militants. Je suis pas militant non plus sur les réseaux, mais je suis allé prendre ces sujets-là qui m'intéressaient, dont je parlais beaucoup avec mes amis, et je me suis dit, ok, quel film pourrait se rapprocher de ça ? Quel film pourrait faire
parler de ce sujet et ramener des gens qui sont intéressés par un sujet social vers du cinéma et inversement. Quelqu'un qui serait très cinéphile mais qui regarde pas trop l'aspect engagé ou politique d'un film va commencer à ouvrir son esprit là-dessus. Enfin, c'est un peu un gros mot, ouvrir son esprit, je prétends pas non plus réussir à faire ça, mais l'idée c'était de créer un compte où quelqu'un qui s'intéresse pas tant que ça au cinéma pourrait quand même s'y intéresser. Et du coup, t'as pas du tout, enfin, on ne rentre pas dans le détail après de ton parcours, mais tu voulais pas réaliser ou... Si. Ok. Bah, moi, à la base, j'ai fait des études de cinéma à la fac, en me laissant un petit peu le choix de voir ce que je voulais faire dans le cinéma, mais j'avais toujours cet aspect créatif côté écriture, réalisation, vraiment d'abord par le scénario, parce que, petite anecdote, moi je me suis vraiment intéressé au cinéma quand j'avais 12-13 ans et que j'ai découvert un blog qui s'appelait Scénario Buzz, de Nathalie Lenoir, qui est une scénariste qui a fermé son blog il y a des années pour faire son métier à temps plein. Mais ça a changé ma vie et je me suis mis à m'intéresser au métier du cinéma, à l'écriture, à ce qu'il y avait un peu derrière un film et à comprendre comment on faisait un film. Et récemment, depuis cet été, je me suis remis à écrire des courts-métrages, à travailler là-dessus et j'ai plusieurs projets qui vont prendre un petit peu de temps, mais j'ai compris de plus en plus ce que je voulais raconter et quelle thématique revenait. Ok. Ta démarche, j'imagine, un peu accompagner, enfin ce que tu fais, accompagner aussi tes envies de création de cinéma. J'imagine que le fait aujourd'hui d'avoir la possibilité de voir beaucoup de films, puisque tu es invité à des projections spéciales pour pouvoir en parler derrière sur tes réseaux et tout ça, on va un petit peu en reparler plus tard dans les films qu'on va évoquer. Justement, est-ce que ça a fait même un peu plus grandir ta volonté d'écrire et de réaliser aussi des films derrière pour Ouais, l'avenir ? totalement. C'est même revenu un peu en même temps. Tout est revenu cet été 2025 où je me suis remis à écrire et j'ai commencé à réfléchir à un nouveau contenu qui pourrait lier à cette passion et parler de cinéma. Et du coup, j'ai vu aussi ça comme un tremplin, comme une façon de dire un peu au monde que ça y est, je fais du cinéma, j'en parle et je suis là pour en faire. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne approche de le voir aussi comme ça, de se dire, c'est une sorte de message qu'on donne au monde et on se dit, ok, comment on se présente aux gens, de quoi on parle, de quoi on a envie de parler. Et je pense que quelqu'un qui voudrait s'intéresser au cinéma ou n'importe quelle forme d'art, il pourrait commencer à en parler sur les réseaux et ça peut être une sorte de bon tremplin pour attirer des producteurs, des financiers, même d'autres passionnés qui veulent aussi créer de manière amateur ou professionnelle et permettre de connecter avec des gens par Internet. Parce que moi, j'ai grandi vraiment avec les réseaux sociaux. Je suis né en 2000, donc je suis assez jeune. Et du coup, je suis né vraiment dans cet univers-là des réseaux sociaux où il n'y avait pas la limite finalement de communication. On pouvait un peu connecter avec tout le monde parce que les réseaux sociaux, ça permettait ça. Et je pense que quand on a fait des films dans les années, 70, même avant, c'était très restreint. Fallait forcément être présent à un lieu quelque part où les films se faisaient, ou être à Paris, être très centré sur certains endroits de cinéma. Et c'était, je pense, très dur de faire parler de soi, en tout cas d'exister un peu dans ce monde, si on n'était pas présent physiquement. Alors qu'avec les réseaux sociaux, on peut se connecter de partout, et même des gens qui viennent de territoires isolés, qui se mettent à faire des films ou qui se mettent à parler de films sur les réseaux sociaux, peuvent attirer un public de partout dans le monde. Ça permet, oui, comme tu disais, de partager aussi une certaine vision du cinéma, de là, en fonction de là où on vient, etc. On voit aujourd'hui d'ailleurs que les créateurs de contenu cinéma sont pas tous à Paris ou dans les grandes villes. Ils sont un peu partout, ils sont même à l'étranger. On voit que ça a un impact d'ailleurs du fait qu'ils viennent d'ailleurs que des grandes métropoles et tout ça aussi, qu'ils vont parler d'autre chose que de parler justement que d'instinct cinéma. D'ailleurs, nous, l'envie de faire Territory avec Laetitia, c'était vraiment, et avec Hassan aussi, c'était vraiment de parler de cinéma autrement que dans les podcasts qui réunissaient tout le cinéma. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de tous les films, mais c'est vrai que d'axer une certaine vision du cinéma, de justement se centrer sur un certain cinéma plus fragile parfois analyser même des films qui paraissent juste des gros films. On a invité quand même un programmateur de Universal. On a parlé de Jurassic Park. Pourquoi on parle de Jurassic Park ? Parce que c'est tourné dans des zones particulières. Comment on s'intéresse à ces films-là ? Pourquoi ces films-là marchent encore ? Pas uniquement parce que c'est le sujet qui est d'actualité, c'est aussi la manière dont il est tourné, où il est tourné, le fait de voyager. Le cinéma, c'est une manière d'être transporté, etc., par différents récits. Et c'est pas que de parler, évidemment, des films, des pauvres gens qui
vivent au fin fond de la campagne et tout ça, etc. On en parle aussi parce qu'évidemment c'est important. Mais nous, on avait aussi cette diversité, voilà. Mais moi, d'ailleurs, pour aller dans ton sens, tu vois, tu parlais, c'est intéressant, tu parles de génération. Toi, t'es la génération aussi qui a grandi avec TikTok. Alors moi, j'ai pas TikTok, j'ai jamais utilisé TikTok de ma vie. Je suis devenu un vieux con. Et pourtant, je suis pas vieux, je suis un trentenaire. Mais du coup, voilà, je suis très vieux con. J'ai jamais eu Snapchat, j'ai jamais eu ces trucs-là. Et j'ai l'impression des fois d'être un peu à la masse. Mais je vois que ça a un impact parce que regarde, TikTok aujourd'hui est partenaire du Festival de Cannes. Donc ça veut dire qu'en fait, on évolue aussi avec son temps. Moi, par contre, je suis pour qu'on s'intègre. Ben, voilà, on est obligé aussi de vivre. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de films en numérique qui se tournent que de films en pellicule. On a déjà des films TikTok. Donc, il y a déjà des gens qui font des petits courts-métrages. Mais c'est marrant, même des mecs qu'on considère comme des vieux cons, des gars comme Kassovitz et tout ça, le disent. Ouais. Kassovitz dit c'est super, on fait des films sur TikTok. Moi, j'ai été très inspiré par un cinéaste belge qui s'appelle Fabrice Duvel, je sais pas si tu connais, qui a son émission de télévision. Lui, il est cinéaste, il est génial, mais il fait une émission un peu comme nous. Bon, c'est filmé, c'est pour la RTBF, je crois. Et il invite des acteurs, des actrices ou des réalisatrices ou des productrices dans son émission, souvent des gens qu'il connaît, mais il va s'intéresser à eux sur leur parcours, sur comment profondément leur parcours a eu un impact sur leur vie aussi. Et lui-même, qui est cinéaste, du coup, il va poser des questions autres que des questions de journaliste, etc. Et c'est vrai que Laetitia et moi, on a des parcours aussi qui sont différents. On n'est pas journaliste en plus. Et donc, du coup, aussi, on a cette vocation d'aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça que c'était intéressant aussi de recevoir quelqu'un comme toi, parce que voilà, comme on le disait en antenne, c'est la première fois, nous, qu'on a un vrai créateur digital. Pardon, mon cher Arthur Sio, si tu nous écoutes, tu es plus que ça, tu es tout autre chose, mais voilà. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que justement, le cinéma aujourd'hui a une diversité de profils et les créateurs de contenu cinéma sont un petit peu les nouveaux pions, entre guillemets, les nouveaux petits soldats qui vont chercher plein de choses, plein d'idées, etc. Et donc, voilà, dans ton sens, c'est très intéressant. Et qui parle de cinéma aussi différemment parce que pour moi, les créateurs de contenu, c'est pas des critiques. Il y a certains qui se prennent un peu pour des critiques, mais la critique, à la base, c'est de la presse écrite aussi, c'est un métier d'écriture. Et vidéaste sur Internet, c'est pas la même chose. La plupart des vidéos peuvent être improvisées et ça change pas forcément la qualité de la vidéo parce que c'est pas le but. Le but, c'est plus d'aller faire une sorte de médiation culturelle, d'aller ramener des œuvres vers des gens qui ne s'y seraient pas intéressés et d'aller créer aussi des moments un peu marketing, entre guillemets, de faire connaître un film à sa sortie ou bien de faire ressortir un film. Je pense à un créateur comme Antoine Goya, qui est un youtubeur à la base et qui fait ça vraiment que sur son temps libre. Il gagne pas sa vie avec les réseaux, c'est pas son but, il a un autre métier à côté. Mais il a donné envie à des jeunes de, 15 ans, d'aller voir du Bruno Dumont, du Godard, certains vieux films, parce que lui, il les adorait. Il a réussi à trouver un moyen de les faire connaître vers un jeune public. Et du coup, on voit des films qui ont des secondes vies. Même, je pense à un autre créateur qui s'appelle Reggie le Gorilla, qui est un peu très connu sur TikTok et Instagram, qui lui, tous les mois, il fait un ciné-club où il va donner 4 films à faire regarder aux gens. Et il a sorti le ciné-club de décembre hier, quand on tourne cet épisode. Et il y a Beau Travail de Claire Denis, il a mis Eyes Wide Shut, qui est un peu plus connu, mais il a mis aussi des films beaucoup moins connus pour faire parler. Et il y a des gens qui sont des jeunes cinéphiles un peu qui commencent à s'intéresser au cinéma et qui vont direct aller voir du cinéma qui est un peu plus exigeant, qui est un peu auteur, qui ne seraient pas forcément allés voir, ou peut-être dans 10 ans après avoir découvert tous les films un peu plus classiques avant. Et lui, il n'a pas forcément tout vu en plus. Il y a beaucoup de. Aujourd'hui, la génération, mais même de gens comme toi, c'est que vous êtes aussi dans une posture, pas de je sais, et j'ai vu. On découvre aussi. Et en même vous temps, découvrez des films, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, votre communauté vous fait aussi découvrir des films. Il y a eu cette année cette mode de faire des tops. Alors, on va y venir, parce qu'on va aller sur les tops plutôt journalistiques, mais de faire des tops des films préférés. Alors, moi, je trouve ça super difficile, mais c'est drôle comme la nouvelle génération a cette facilité à y aller. Mais du coup, permet aussi parfois de se dire lui il a mis ça dans son top et j'ai pas vu ce film là, je vais aller le découvrir. L'honnêteté en fait d'annoncer à des millions parce que des gens comme Reggie le Gorilla ou d'autres ont des millions de followers, enfin des gens qui les suivent, et donc du coup automatiquement ça a un impact en fait, de se dire en fait ce gars-là il accepte de découvrir, je pense à lui mais je pense à plein d'autres aussi évidemment, parce qu'il y en a de plus en plus, qui est très très surprenant, et eux-mêmes derrière font des podcasts pour discuter avec d'autres gens, invitent des gens du métier ou des gens qui sont pas du métier et qui d'un coup découvrent le cinéma. Enfin, voilà, ils ont fait un podcast avec Orelsan qui a coécrit un film et produit un film. Qu'est-ce que c'est quand un chanteur va devenir cinéaste entre guillemets, et en plus
d'ailleurs on peut en parler, parce que le film d'Orelsan, c'est un film tourné au Japon, donc on est dans un film qui sort du circuit classique, d'aller faire un film, il aurait pu tourner son film à Caen, d'où il vient, ou en Normandie, non, il est allé faire un film au Japon, parce qu'il est influencé par la culture japonaise, comment on raconte ça, etc. Et donc ça, je trouve qu'effectivement, la lecture aujourd'hui, elle s'est beaucoup plus ouverte. D'ailleurs, je pense que j'aurais jamais eu l'idée et l'envie de proposer à Laetitia de faire ce podcast s'il n'y avait pas eu cette liberté de ton aussi, de gens comme toi. Donc merci, d'une certaine manière. Voilà. On va, si tu veux bien, faire un petit tour. Voilà, j'évoquais la question des tops. On va faire un tour sur le top 10 des cahiers du cinéma qui est fraîchement sorti, je crois, la semaine dernière. Alors, nous enregistrons mardi, là, l'épisode sort le vendredi. Nous sommes mardi 2 décembre. Et c'est un peu le top des cahiers du cinéma, c'est un peu la première boussole qui donne la tendance sur l'année, sur tous les ans, on va dire, dans l'intelligentsia du cinéma intellect, quand même. Et du coup, moi, j'ai aussi noté que Télérama vient de sortir, donc je vais le citer aussi, parce que c'est intéressant, d'un journal à un autre. On retrouve des films évidemment en commun, mais il y en a où... je l'ai pas vu, Laetitia. Il est sorti aujourd'hui, ou hier soir, je crois. Oui, c'est ça. Il y a quand même une grosse différence entre les deux. Hein. Ah oui, non, mais alors, par contre, ce qui est marrant... Non, mais quand tu parles d'intelligentsia, Ah bah oui, non, mais là on est, les cahiers, c'est très intellect, voilà. Bah vas-y Alicia, je te laisse citer les 10 du top des cahiers. Ouais, les 10 des cahiers. En premier, ils ont mis Tardes de Soledad d'Albert Serra, que je n'ai pas vu moi. Moi non plus. Ah ok, il n'y a que Germain qui l'a vu, je crois. Chef-d'œuvre. Bon, non, voilà. Pas chef-d'œuvre, mais moi, très ça grand me tentait film. absolument pas. Très grand film. Mais j'aime beaucoup Albert Serra, je suis pas objectif. Il n'est pas objectif, ça. Ouais, d'ailleurs, tu as remarqué que la dernière phrase de notre jingle, c'est une citation de Mona Magimel dans Pacifiction d'Albert Serra. Voilà. En 2, on a Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Évidemment, je pense que tu l'as vu. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous en dire On va en parler après. On en parle après. Ok. Fais-le, ouais. En 3, on a Oui de Nadav Lapid. En 4, L'agent secret de Kleber Mendoza Filho. Ouais. En 5, Le rire et le couteau de Pedro Pino. En 6, L'Aventura de Sophie Le Tourneur. En 7, Cette promenade avec Mark Brown de Pierre Créton et Vincent Barré. En 8, Nouvelle vague de Richard Linklater. En 9, Laurent dans le vent d'Anton Balekjan, Léo Couture et Matteo Eustachon. Et en 10, Miroir numéro 3 de Christian Petzold. Et donc, en parlant de Miroir, Miroir, ouais, celui de Télérama. Donc, en 10... Ah, tu prends dans le sens inverse, du coup. Ouais, je l'ai fait dans le sens inverse, parce que d'ailleurs, eux, ils l'ont sorti dans ce sens-là. Oui, c'est assez drôle. Ah ouais, ok. Donc en 10, Black Dog de Guan Hu, Miroir numéro 3 de Christian Petzold en 9. En 8, Un simple accident de Jafar Panahi. En 7, la trilogie d'Oslo, Amour de Dag Johan Angerud. En 6, L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier. En 5, The Brutalist de Brady Corbett. Enfin... D'ailleurs, il n'est pas dans beaucoup de tops de rédacteurs des cahiers, mais c'est certain. 4, Sirat de Oliver Lax. 3, Valeurs sentimentales de Joachim Trier. 2, La petite dernière de Afia Herty. Et 1, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Le point commun, c'est que, justement, on va en parler d'une bataille après l'autre. Le film est numéro 1 chez Télérama et numéro 2 chez les cahiers. Donc, on est dans un truc... Donc, justement... Alors, avant, est-ce que tu as un... Laetitia, tu peux réagir aussi évidemment, un petit ressenti global sur ces résultats et la tendance générale. Comment vous... Il y a des films qui reviennent. Je trouve que celui de Télérama a un côté un peu plus populaire, parce qu'il y a certains films qui étaient des succès populaires aussi, un peu surprenants, comme Sirat, qui a eu beaucoup d'entrées, La petite dernière, et aussi... Sirat a eu très bonne presse en général, de toute façon. Et même, ils ont cité des films qui avaient eu des prix à Cannes. On parle du Joachim Trier, de Un simple accident aussi. Sirat, pareil. Jury, Donc, ils sont un peu calqués aussi sur les goûts de Cannes et les goûts de la critique peut-être un peu plus globale du festival. Je pense à Cannes à ce moment-là. Là où les cahiers sont peut-être un peu plus dans leur monde. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Souvent, on crache un peu sur les cahiers. Et j'aime bien le fait qu'ils aillent
ils ont un top qui est varié, il y a du documentaire, il y a plusieurs formes différentes, il y a des films qui ont presque pas de marketing, pas de presse, qui sont même pas encore sortis. Ah bah les films de Pierre Créton, littéralement, Oui. enfin l'année dernière il en avait un à la quinzaine, celui-là je sais plus où il était, et pour le coup cette promenade de Mark Brown, excuse-moi je te coupe, je suis déçu qu'on soit pas forcé à aller le voir, mais je pense qu'il est vraiment passé à la trappe. Je suis allé lire le pitch et voir des images, c'est vraiment un film de territoire pour le coup, et c'est un documentaire en race campagne sur un type et tout, enfin ça avait l'air très très beau, et c'est vrai que les cahiers sont très forts pour aller chercher même, bon, en l'occurrence ici on l'a vu, Le Rire et le Couteau, un peu trop long, mais qui a des choses intéressantes, qui a une vision un peu compliquée sur le rapport à l'Afrique, qui se veut être une critique, mais qui a quand même une espèce d'errance coloniale qui se balade chez le cinéaste. Enfin, tu sens qu'il a vécu en Afrique, mais qui... Un peu pareil avec Sirat d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai on pourra en parler, effectivement. Et Le Rire et le Couteau, ce qui est hyper dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de films comme ça, et qu'il y a une proposition qui est hyper intéressante. Tu l'as pas vu celui-là, je crois. Hein. Mais ça va être dur de le voir. Ouais, après, ça va être dur. Ouais, et puis il fait 3h30. Enfin, c'est 3h. C'est un gros morceau. Ouais, ça va être dur. Faut le regarder au cinéma, faut mieux le voir au cinéma et se vider la tête en se disant voilà, je vais le voir. Après, il y a des super belles images, il y a des très belles séquences, mais c'est typiquement un film pour les gars du cinéma. Après, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit dans le top parce que j'avais pas l'impression qu'ils avaient adoré à ce point-là. J'avais vu que, mais c'est un film qui excitait beaucoup. Tu regardes les profils des critiques, beaucoup de critiques, je sais pas, mauvaise langue, mais des Inrock, enfin des gens très titi parisiens. Et je me disais ah oui, en fait, moi j'ai grandi dans des territoires, j'ai vécu dans des territoires comme ça, et c'est pas du tout la vision que j'ai de ces territoires-là. Et en même temps, c'est intéressant de la montrer, mais en fait, pour moi, c'est des films qu'on faisait il y a 20 ans. Et voilà, aujourd'hui on ferait plus Apocalypse Now, même si Apocalypse Now a un impact encore aujourd'hui. Voilà, mais voilà. Bon, bref, en tout cas. Et tu as envie de rebondir, avant qu'on s'intéresse aux deux films, t'aimerais rebondir sur d'autres choses par rapport à ces deux tops, ou des films qui t'interpellent plus que d'autres? Ouais, il y a certains films. C'est assez marrant de voir les différences entre les deux. Les deux qui sont un peu des grands piliers de la critique ciné. Je pense même, ce qui est assez marrant sur Télérama, et ils méritent pas cette haine là-dessus, parce que dès que Télérama donne un avis sur un film, il y a toujours des commentaires qui viennent dire bah si Télérama aime, c'est que ça va être mauvais, et inversement. Alors que non, souvent ils ont des avis plutôt intéressants et plutôt populaires parfois, même à certains moments, où ils vont aller chercher aussi des bons points à dire un petit peu sur tous les films. Et j'ai été surpris de voir par exemple Un simple accident, la Palme d'Or chez Télérama et pas chez Cahiers du cinéma, alors que c'est très fans de Panahi. Ouais, ils ont pas été très fans. Les Cahiers, mais même en général, les films de Panahi sont pas souvent dans les tops des. Il y a peut-être 3 visages. Ou comment s'appelait le faux documentaire qui était pas mal, Taxi Téhéran. Oui, t'es vachement bien, t'as un très bon Panahi et tout ça. Mais c'est peut-être plus Télérama dans l'idée, si on essaye de faire une sorte de pas d'iconographie du style. Télérama, c'est ouvertement engagé, ça se voit bien, c'est visible, c'est politique, un message. Et surtout, ce qui m'a beaucoup marqué, surpris en le découvrant le top ce matin en préparant l'émission, c'est la diversité des territoires chez Télérama, qui est beaucoup plus large que les Cahiers, ce qui me surprend, parce qu'en général les Cahiers sont très à cheval, en mode on va chercher des films un peu en Afrique et tout ça, les films que les gens voient pas, et justement les Cahiers ont plutôt cette identité là d'être des cinéastes des critiques un peu cinéastes d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui sortent des Cahiers, mais qui vont chercher justement ce qu'on n'a pas l'habitude de voir et tout ça. Après, il y a un truc intellectuel. Mais ce qui est marrant, c'est que je suis allé regarder, parce que du coup, sur leur site, on peut voir ceux de l'ensemble des critiques, donc leur top personnel. Et c'est toujours marrant parce que ça n'a quasiment rien à voir avec le top final. T'en as quasiment pas qui ont en premier. Il y en a très peu. Je suis étonné. Tardas et Soledad, il n'est pas en premier chez beaucoup, mais il est présent dans leur top. Et j'ai été un peu déçu de Télérama de voir l'absence de L'Agent Secret dans leur top, que j'ai vraiment adoré, que je pense est mon coup de cœur de l'année, et qui était du coup dans le top des Cahiers, et je suis très content de ça. Mais ça m'étonne parce que ça m'étonne que Télérama soit passé à côté, alors que je crois qu'il l'avait bien aimé aussi à l'époque à Cannes. Mais il est peut-être 11e ou 12e. C'est possible. C'est un top 10. Forcément. Je crois qu'il y a le top 20 aussi qui est sorti, mais qui est dispo pour les abonnés. Et donc, du coup, je me demande s'il y est pas. Possible. Je crois que Nino était 11e. J'ai vu quelqu'un mettre ça en commentaire. Mais je sais pas si c'était son avis à lui, il l'aurait mis 11e ou pas. Donc, c'est bien dans Télérama. D'ailleurs, c'est très marrant parce que les films de la semaine de la critique sont pas ultra
présent, alors qu'en général, justement, c'est un peu une tendance, comme c'est beaucoup de critiques divers et variés, parce que c'est le principe de la semaine de la critique, c'est de choisir des critiques qui sont très différents les uns des autres. Et en général, on en retrouve toujours quelques-uns, parce que ça se mesure, mais ça dépend des années, en fait. Peut-être cette année aussi, il y a moins d'engouement. Et je pense que je suis surpris aussi d'à quel point Une bataille après l'autre est haut dans les deux classements. C'est bien. Enfin, je pense qu'il sera quasiment tous les tops. Mais ouais, mais je suis étonné. Je pensais pas. Non, enfin, c'est très bien. Hein, c'est un très bon film. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Mais je trouve que c'est. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est. Après, j'extrapole peut-être un peu, mais c'est le film qui a un peu réveillé la bourgeoisie, qui se sont dit c'est vrai qu'il faudrait faire la révolution. Et du coup, ils voient des gens qui font de la lutte armée, comme on ferait la révolution des années 70. Et il y a tout un fantasme. Ça a été beaucoup critiqué pour ça, je crois. Hein. Mais justement, alors, de toute façon, parlons-en, parce qu'on a prévu d'en parler. Thank you. Hey, thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Thank you. God damn it. Viva la révolution! One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, pour citer le titre original, distribué par Warner Bros. Bah oui, Théo, voilà, parlons-en, continuons, voilà, Une bataille après l'autre, Paul Thomas Anderson. Bah, moi, j'ai trouvé le film assez brillant, mais en fait, tout au long du film, je voyais des points où je me suis dit, ça peut être mal perçu, ça peut être mal compris, est-ce que le film veut dire ça ou ça? Et il y avait plein de points qui étaient un petit peu... pas maladroit, mais un peu ambigu. Par exemple, la première chose que j'ai vue en regardant le film, c'est que je me suis dit, ce film, il ne s'arrête jamais. Tous les moments un peu intimes, tous les moments un peu doux, un peu naturalistes, ou quelque chose qui ferait exister ces personnages comme des vrais êtres humains, disparaissent sous la poursuite. Quand, alors je sais pas si on peut spoiler ou faut... Ouais, bon, vrai, quand même. Les gens, la plupart des gens l'ont vu. C'est pas un gros spoil. Malheureusement, on spoil souvent dans le podcast. Et puis les invités spoilent eux-mêmes des fois des films. Donc on peut pas spoiler un grand film, il y a toujours des choses à voir dedans. Voilà. Non, mais on peut parler, ça spoil pas, de parler de la fameuse scène, tu veux parler de la scène avec les vagues? Non, je veux parler d'une scène qui m'a un peu frustré. Ouais. En même temps, je comprends, mais je trouve que c'est la scène où Willa, du coup, la fille de Leonardo DiCaprio, arrive au monastère où elle retrouve des anciens compagnons de sa mère. Ouais. Et à cette scène, on s'attend à un peu de moments de vie, des moments où elle vivrait avec ses personnages, où il parlerait, il s'expliquerait, il discuterait de sa mère à elle, et il n'y a rien. Et direct, c'est coupé, on voit Sean Penn qui les poursuit. Ouais. Et d'un côté, je me suis dit, c'est bizarre, c'est frustrant parce qu'il laisse jamais exister vraiment ces personnages. Et de l'autre, je pense que c'était aussi voulu de faire un film qui va à 100 à l'heure. Moi, j'avais compris un peu que c'était un film fait pour la génération TikTok. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est un film qui est très long et qui ne s'arrête jamais. Et donc, quelqu'un qui vient voir parce qu'il est fan de DiCaprio, qui est un gars qui a 15-16 ans, en fait, il va adorer le film, il va comprendre son message. Est-ce qu'il y a toujours des gens de 15-16 ans qui sont fans de DiCaprio? C'est ça la question. Ah ouais, c'est vrai que il devient peut-être un peu ringard avec le temps. Il s'est mis même à faire des TikTok pour promouvoir le film. Donc je pense qu'il va chercher les gens. Il a vieilli. Oui, il a vieilli. Faut pas se réduire à ça. TikTok de DiCaprio, ça doit être très drôle. Enfin, lui, en tout cas. C'était très marrant. Et j'en ai pas vu, mais ça doit être très drôle. Oui, et du coup, l'actrice Chase Infinity qui s'était mise aussi à faire des TikTok pour faire. Mais elle fait partie de cette génération. Elle parle aussi. Lui, il en fait pas partie. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que l'intelligence, moi je trouve, du film, c'est qu'il parle de ça, justement. Oui. Il parle justement de ces époques qui s'entrechoquent. Il y a 3 films cette année qui ont fait ça. C'est marrant, j'ai eu le même sentiment que notre camarade, on en parlait, que Arthur Scios, qui a eu ce sentiment-là, qui a relevé 3 films cette année américains, qui ont été des sortes d'impact. C'est drôle parce que l'Amérique est complètement en train de se renverser politiquement, avec plein de changements. Les 3 films vraiment qui sortaient, il y en a quand même pas beaucoup, c'est Bugonia que je vois ce soir d'ailleurs. De Lanthimos. Bon bah je vais voir ce soir. Tu nous en parleras. On te dit rien. On te dit rien. Pas une vidéo, j'imagine. Mais possible, je sais pas encore. C'est du pur Lanthimos. Enfin voilà, c'est du Lanthimos qui s'assume totalement, etc. Après, en fait, je pense que pour ceux qui adorent Lanthimos, ça sera parfait pour eux. Mais c'est un film qui est dans l'air du temps et qui interroge beaucoup de choses sur la question des croyances, etc. Tu verras, voilà, sans te spoiler, mais le film interroge le complotisme qui était déjà présent dans Eddington, qu'on a déjà cité, et en fait qui est un peu présent
aussi dans One Battle After Another, dans Une bataille après l'autre. C'est-à-dire c'est un peu les 3 films piliers de cette Amérique déconstruite, chacun d'une manière différente. Ce qui est assez drôle, c'est que Lanthimos n'est pas américain. Sauf qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est aussi, moi je trouve que c'est plutôt, et c'est des films que j'ai aimés les deux, c'est One Battle After Another et Eddington se répondent beaucoup mieux que le 3e, et que justement il y a cette question autour de la place du pouvoir et la place des générations. Ouais. C'est-à-dire la part has-been Eddington se moque de la côté has-been qui est devenu, entre autres, avec les vieux réseaux sociaux dont fait partie Facebook. Maintenant, c'est drôle. Alors que nous, Alicia et moi, on est vraiment génération Facebook. Donc du coup, moi, je suis née en 2000 aussi. Ouais. Mais bon, pour être non. Bah oui. Mais bon, ouais. Bon, non, je m'en fous. Je suis né en 89, je l'assume complètement. Oui, on est la génération Facebook. On est la génération Facebook et en fait, c'était drôle. Du coup, génération Facebook et du coup, c'est marrant, une bataille après l'autre, sans forcément le montrer, interroge le choc de ces générations, c'est-à-dire DiCaprio. Et ce qui est drôle, qui est une icône de nous, notre génération, Laetitia et moi, devient un mec un peu has-been en interprétant. Alors, c'est pas le premier rôle qu'il joue, de crétin, etc. Enfin, de mec un peu biaisé. Mais ce qui faisait du bien aussi, c'est que moi, je l'ai trouvé très drôle. Et ça, c'est un côté positif. Pardon pour ma longue explication. Mais du coup, avec le personnage de Chase Infinity, il y a ce choc des générations. Chase Infinity, c'est le DiCaprio féminin d'il y a 25 ans. Cette idée de transmission et d'aller créer une nouvelle héroïne. Oui, voilà, c'est ça. Et elle arrive dans un très gros film. Personne ne la connaît. Tout le monde parle d'elle. Anna May est dans la shortlist pour les Oscars et tout ça. Enfin, donc, Chase Infinity représente la génération d'aujourd'hui où on a une place aux femmes qui est faite différemment. Et DiCaprio représente la génération de ces garçons de l'époque où aujourd'hui c'est complètement différent. On voit bien que les jeunes garçons acteurs sont amenés différemment. Oui. Il y a plus de stars comme DiCaprio, mais parce qu'il y en a d'autres. En fait, on dit que Chalamet est un peu l'héritier, mais Chalamet n'a rien à voir avec DiCaprio, mais représente son époque. Voilà, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et je trouve que le film de Paul Thomas Anderson est un choc entre les générations. Ouais, et c'est un film qui fait de l'apprentissage aussi. On apprend à faire du cinéma. Donc DiCaprio qui devient un peu un mentor de sa fille dans le film de Chase Infinity. Et c'est aussi un apprentissage de la lutte, de comment on résiste, de comment on se crée un groupe révolutionnaire ici, comment on continue d'être actif. Mais je trouve que le film se foire finalement sur des trucs. Je dis ça, c'est quand même un très très grand film. Hein, genre, on fait des critiques, on est juste pointilleux sur des petites choses, mais je trouve que c'est un film de révolution, c'est un film de lutte comme on le ferait à l'ancienne, et ça se voit même sur le public, c'est-à-dire que le film, je crois qu'il n'a pas fait un très grand succès aux États-Unis, ça a fait un peu un flop. Ça a été un succès quand même pour PTA parce que c'est pas non plus le réalisateur qui fait beaucoup. Même pour DiCaprio, en fait, DiCaprio ça fait très longtemps qu'il fait plus de films qui rapportent. Ça a été un succès, mais ça a pas. Ça a été un énorme succès, beaucoup chez des critiques, beaucoup chez des gens plus âgés, en étant très large quand je dis plus âgés, mais pas forcément à la Gen Z, alors que c'est peut-être adressé à eux en leur disant voilà comment vous devez agir, comment vous devez ne plus être ringard comme nous, parce que je pense que c'est un peu ça le personnage de DiCaprio. Il n'arrive à rien faire du film. C'est-à-dire il ne fait que fuir et tomber et se foirer. Et c'est ça qui est un peu marrant. Et il arrive trop tard. Oui, il fait tout, il rate tout. Et du coup, c'est un peu ce message-là que PTA veut donner aussi à sa génération en disant bah voilà, on a foiré plein de choses, maintenant il est temps de passer la main. Mais je trouve que le film ne passe pas... un regard vieillot, quoi. Ouais, ça garde un regard vieillot. Déjà sur toute la première séquence qui est très intéressante à regarder. C'est vraiment virtuose, mais c'est toute une vision de la lutte armée presque comme une métaphore sexuelle de on baise et on pose des bombes. Oui, mais dans les années 70, peut-être que c'était subversif et marrant, et aujourd'hui, on n'y croit plus trop. Et surtout, de considérer que la révolution, ou que la lutte, ou que la résistance, c'est que par la lutte armée. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et c'est obligé de passer aujourd'hui par les réseaux sociaux, par les moyens de communication, ce qui ne sont pas du tout abordés dans le film. Là où un film comme L'Agent Secret, que j'ai trouvé beaucoup plus politique et beaucoup plus précis, je trouve, réussit à ça, aussi parce que L'Agent Secret, ça se passe dans les années 70, du coup il peut se permettre d'avoir c'est plus facile quoi, d'être plus ringard sur des points. Ouais, c'est ça, ouais. L'Agent Secret, c'est vraiment, et justement on va en parler parce que c'est le deuxième film que tu voulais évoquer aussi, c'est un film qui est vraiment ancré dans son époque. Ouais. Je pense que peut-être le problème, moi je l'ai vu deux fois, Une bataille après l'autre, j'ai préféré la deuxième fois d'ailleurs.
J'ai des choses que j'avais pas vues la première fois. Le film est très long, 2h50 je crois quasiment. Mais je trouve qu'on s'emmerde pas et c'est ça qui est cool. Mais c'est que en fait Paul Thomas Anderson, c'est ce que j'aime aussi chez lui. C'est un amoureux du cinéma, c'est un amoureux du vintage entre guillemets, ce qui est vintage aujourd'hui. Je pense qu'il avait pas envie de mettre trop de portables. Enfin on voit même les portables de DiCaprio, c'est des téléphones à clapper tout ça. Mais en même temps on se moque, mais il y a des territoires où c'est encore ça. On a encore des gens qui ont des 3310, qui n'ont pas d'iPhone et tout ça. Et aussi c'est tiré du bouquin Vinland de Thomas Pridgen qui date de quelle époque? C'est aussi les années 70. Donc du coup, en fait, Pridgen, c'est l'auteur qui appartient à son époque, les années 70, années 80. Je me trompe peut-être sorti dans les années 80, mais même déjà les années 80, c'est il y a 40 ans. Donc du coup, il y a déjà quelque chose qui est passé par rapport à aujourd'hui. Tout le monde n'avait pas Internet, tout le monde n'avait pas ça. Ouais. Et je pense que comme je crois que c'est inspiré librement, j'ai pas lu le livre de Pridgen, mais Anderson, je pense, a voulu amener ce côté-là. Et surtout, il y a un truc intéressant, c'est qu'on se dit que c'est un peu dépassé, mais j'ai l'impression que moi, il se moque de tout le monde. Il se moque autant des mecs d'extrême droite que des mecs d'extrême gauche. En fait, tout le monde en prend un peu. D'ailleurs, c'est les deux extrêmes, il n'y a pas vraiment le milieu. Ouais. Il y a l'extrême gauche et l'extrême droite. On est vraiment dans les révolutionnaires de gauche et les révolutionnaires d'extrême droite. Le personnage de Sean Penn, c'est littéralement il se moque de révolutionnaires d'extrême gauche qui jouent sur t'as pas le mot de passe, t'as pas le mot, alors que c'est pas ça le problème. Mais oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais même le personnage de Sean Penn, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui est incroyable dans le film. C'est des personnages très caricaturaux et en même temps qui existent un peu. Ces personnages aussi d'extrême gauche sont caricaturaux, mais existent aussi malgré tout. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où c'est du cinéma, c'est du fiction total, tu vois, total fiction, j'appelle ça. Et en gros, il y a zéro place entre guillemets à la franche réalité. Rien n'est complètement vrai, rien n'est complètement faux. On est vraiment dans du cinéma pur et dur, ce que fait en fait finalement depuis toujours Paul Thomas Anderson. On regarde n'importe quel de ses films, même Magnolia, c'est rien n'est complètement vrai, rien n'est complètement faux, ce qui fait le génie aussi du gars, et on retrouve ça chez beaucoup de cinéastes indépendants américains, sauf que là effectivement on lui a filé 140 millions de dollars pour aller faire son film et se faire kiffer quoi. Mais bon voilà, c'est comme ça. Mais c'est ça, moi j'étais plus choqué de l'engouement et de l'engouement notamment dans les critiques qui voient pas tous ces petits aspects un peu ringards. C'est intéressant, le film est génial, mais il aurait été en fait il passe à côté de tellement de choses actuelles alors qu'il essaye de parler de notre époque. Donc il en parle finalement, il arrive à en parler, il parle des extrémistes, il parle mais je trouve que il en parle comme on en parlerait dans les années 80, 70. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque et moi j'arrive plus à imaginer un film qui parle en tout cas de lutte, de révolution, de notre époque sans mettre en avant les moyens de communication et sans parler de ce rapport-là. Et je pense à un film qui a été détesté de beaucoup, Running Man d'Edgar Wright, qui est très inégal et qui est très imparfait, mais qui a au moins ce truc intéressant de jouer avec les moyens de communication et d'avoir des personnages qui eux-mêmes sont des youtubeurs, des vidéastes, des experts de la communication, qui sont des geeks finalement dans l'histoire et qui eux-mêmes sont des révolutionnaires. Et en fait ça c'est plutôt cohérent et je trouve ça plutôt actuel dans Running Man, même si c'est très inégal et qu'il y a plein de défauts. C'est tiré d'un bouquin qui date d'il y a... je crois qu'il l'a... Moi j'ai pas vu le... Qui date des années 70. Mais c'est Stephen King qui l'avait sorti sous un pseudonyme. Il a sorti quelques bouquins je sais pas si ce pseudonyme-là, mais il est sorti quelques bouquins. Et ce qui est très drôle, il y a beaucoup de critiques très cinéphiles qui en ont parlé, c'est que en fait c'est aussi il y a aussi une histoire avec le film Le Prix du danger d'Yves Boisset. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu, mais je vois. C'est génial. Moi, je t'en ai parlé, Laetitia, avec Gérard Lanvin. Je crois que c'est un des meilleurs rôles de Lanvin. Et surtout en fait pour le cinéma français, c'était complètement avant-gardiste. Et en fait, ça te racontait l'histoire de la télé-réalité, mais Lanvin est très prétentieux par rapport à ça. Il en parle souvent. Il dit mais dans Le Prix du danger, il n'y a pas de télé-réalité. On parlait de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait être capable de faire ça. Quand tu vois des fous comme Trump qui sont au pouvoir, ils pourraient dire mais moi je mets du fric là-dedans, on va mettre un mec, on va mettre un immigré et il va être poursuivi par des tueurs. S'il gagne, il a le droit de devenir américain. Et en fait, Le Prix du danger, c'était ça. C'est un pauvre type. Alors je crois que dans Running Man, c'est pareil. C'est un gars qui a des dettes et tout ça. Il reprend les mêmes bases et tout ça. C'est aussi le remake d'un film avec Schwarzenegger. Donc du coup, je pense qu'il y a un décalage. Et puis de prendre Glenn Powell, le beau gosse américain, pour faire jouer un prolo, on se dit, on a du mal à y croire. Et je pense qu'il a fait exprès. C'est un provocateur
aussi. Ouais, mais Edgar Wright, moi je pense que défendrais ce film parce que je pense tout le monde disait que c'était un Edgar Wright mineur ou qu'on le reconnaissait pas. Moi je l'ai vu et j'ai reconnu tout ce qui fait Edgar Wright. J'ai vu la bande-annonce et j'ai retrouvé tout le style d'Edgar Wright. Et dans le film, moi j'ai retrouvé toutes ces thématiques et ce rapport d'aller faire du monde un peu geek de la pop culture un terrain de révolte, de résistance finalement. Et dedans il y a un personnage qui s'appelle l'apôtre, qui est un vidéaste, un youtubeur un peu, qui lui est l'expert du Running Man parce qu'il a vu toutes les cassettes du Running Man. Donc il y a cette idée d'être un influenceur jeu de la mort, quoi. Et je trouve ça super intéressant. C'est le personnage de Michael Cera, c'est ça? Non, lui c'est une sorte de geek mais qui finalement foire un peu tout, donc okay. Il est plus à l'ancienne. Mais c'est très Edgar Wright. Ce que j'ai vu dans la bande-annonce, le personnage que joue Michael Cera, c'est à l'image des personnages des films d'Edgar Wright, de ce qu'on voit dans tous ses films. Mais c'est un autre personnage, je sais plus le nom de l'acteur, mais c'est un jeune acteur, un nouveau je crois, qui joue ce personnage de l'apôtre, qui va être le premier à donner en fait des clés à Glenn Powell pour s'en sortir, quoi. D'accord. Et il y a un moment dans le film, je spoil pas tout, mais il y a un moment où le film s'arrête, l'apôtre apparaît et nous dit « Qu'est-ce que vous venez de voir à l'image ? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la réalité ?» Et là, le film se regarde nous parler et ça, ce moment-là, je me suis dit « Mais c'est un moment de cinéma super intéressant, c'est hyper actuel, c'est hyper vrai, c'est vraiment ce qu'il faut faire, je pense, pour parler aujourd'hui de lutte, de résistance. » Et je trouve qu'une bataille après l'autre, même si c'est bourré de qualité, il y a un côté un petit peu désuet sur ce côté lutte armée de gens où il n'y a pas de portable, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de télévision, il y a qu'il n'y a pas de médias non plus. Ouais. Il n'y a aucun média, alors qu'aujourd'hui, toutes les luttes, tout se passe par des médias. Les gens dans un circuit fermé. Hein. On voit bien qu'en fait, c'est des gens qui sont obligés d'être déconnectés. Oui, aussi. Le mec qui regarde la télé, il regarde comment s'appelle le film que vous voulez voir, la guerre d'Alger. Oui, la bataille d'Alger. La bataille d'Alger. Enfin, il y a un truc un peu où, d'ailleurs, cinéphile, le clin d'œil un peu cinéphile de Paul Thomas Anderson. Mais on voit que justement, c'est en thématique, nous, avec notre podcast, c'est des gens isolés, c'est des marginaux. Oui. On voit vraiment que c'est un film qui est centré sur les marginaux. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans le film, c'est que, par exemple, toute la séquence sur cette route en vague, le fait qu'il ait trouvé ça, c'est-à-dire qu'il exploite son décor, son espace, son lieu isolé. Souvent, les films qui traitent de ce genre de film sont des films qui se passent en périphérie de ville ou en ville. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir une course-poursuite en plein milieu de New York ou en plein milieu de Los Angeles parce que ça devient un truc méga politique. Ce qui n'arrive jamais alors parce qu'il y a des feux rouges partout dans New York, voilà. En fait, et puis ce qui est très drôle, c'est que surtout ce qui est drôle, c'est que ce sont les militaires et les policiers qui viennent hors de leur ville pour aller chercher ces mecs-là dans ces territoires isolés, justement. Et c'est ça, je trouve, le côté intéressant et intelligent du film. Je pense que c'est aussi pour ça. Et qui ne brise pas ces territoires, du coup. Oui, complètement. C'est pour ça que ces gens, les critiques, à mon avis, se sont excités sur le film parce qu'il y avait ce sentiment un peu de jamais vu sur ce type-là de film où on allait justement chez des personnages qui étaient dans des espaces plus reculés, etc. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est un peu la mode de prendre des mecs qui sont pas très intelligents, on l'a eu dans Paddington, enfin des gens pas brillants, pas des super intelligents, disant « Ah oui, on a engagé des agents, ils sont très forts, etc. » Mais en fait, les luttes, on n'engage pas forcément les mecs les plus brillants du monde et c'est ça aussi qui est intéressant. Ceux qui font le sale boulot, c'est pas les plus brillants à chaque fois, non. Mais justement, alors, on va faire une transition parce que l'horloge tourne. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. O Agente Secreto, l'agent secret de Kleber Mendoza Filho, distribué par Ad Vitam et qui est en salle le 17 décembre, mais que nous avons tous les trois vu. Théo, qu'est-ce que voudrais-tu nous dire sur ce film ? Moi, j'ai adoré ce film. Je l'ai vu après dans des conditions géniales. Projection MK2 avec le réalisateur et l'acteur qui étaient là après. 4 heures passées au cinéma pour qu'ils parlent de leur film, donc c'était super. Très long à la fin parce que même Wagner Moura voulait partir. On avait marre tellement c'était long. Enfin, il avait l'air d'en avoir marre, mais c'était très intéressant. Et moi, c'est un film que j'ai adoré parce que c'est un film qui aurait pu être juste une sorte d'exercice de style, c'est-à-dire qu'il y a des références au cinéma des années 70, il y a un côté un peu Tarantino finalement, d'aller prendre des personnages un peu en couleur, d'en faire des sortes de caricatures, de parodier la série B, le film policier, le film d'horreur, et en même temps... La série B à fond. Ouais. Le truc de la jambe, c'est... Mais oui, voilà. Et en fait... On le voit dans l'annonce même, hein, donc je spoil rien. Oui, mais tout ce qu'il y a dans ce film est signifiant et a une raison politique de l'être. Bien sûr. Il y a une histoire avec une jambe coupée qui est dès l'intro du film.
le réal nous expliquait qu'il y avait une vraie histoire de jambes coupées dans les journaux qu'il lisait au Brésil dans les années 70 pendant la dictature, et qu'en fait c'était les journaux, quand ils voulaient dire que la police avait tué des couples gays lors du carnaval et qu'ils n'avaient pas le droit de dire que c'était la police, ils disaient la jambe poilue a encore fait ravage. Et c'était devenu une parodie. Et dedans, dans le film, il y a une scène où ils sont en train de lire le journal et ils voient la jambe poilue qui est en train de tuer. Et ensuite, une scène où on nous fait un moment de série B avec une jambe qui tue des gens. Qui se déplace. Et génial. en fait, tout ce qu'il y a là, il n'y a rien qui est juste là pour le style, rien juste là pour la référence. C'est que politique. C'est vraiment signifiant à chaque fois. Et j'ai trouvé qu'un film qui se passe dans les années 70, qui est en même temps extrêmement actuel, parce qu'il y a ce rapport aussi aux technologies. Tout le long du film, c'est des gens qui vont chercher des traces d'autres gens qui ont disparu. Il y a tout un rapport aussi à notre époque avec l'utilisation des journalistes qui vont aller enquêter sur cette histoire qu'on nous raconte. Il y a le film mélange un petit peu plusieurs temporalités différentes. Je ne vais pas tout dire parce qu'il n'est pas encore sorti, mais je trouve que c'était brillant à chaque fois. Et c'était à la fois... en fait, je trouve le parallèle à faire avec Une bataille après l'autre assez pertinent parce que les deux films sont très denses, très longs, ont ces sujets-là aussi de lutte, de fuir un régime, d'être le petit gars qui n'était pas forcément voué à se battre, qui se retrouve à devoir s'enfuir. Oui, qui ne sait pas trop ce qu'il fait là. Dans les deux films, on est avec des héros un peu... des héros qui, pas has-been, mais sont un peu... qui sont pas des grands révolutionnaires, en fait. Ils sont pas en phase, sans raison, ils sont pas en phase avec leur époque non plus. En fait, malgré eux, alors surtout le personnage de Wagner Moura, lui, malgré lui, dans ce film-là, il est quand même très... il a pas le choix, en fait. La réalité, c'est qu'il se retrouve contraint, même s'il voulait partir, d'ailleurs, c'est ce qu'il veut un peu, il est contraint. En fait, il devient malgré lui cette espèce d'agent secret qui n'en est pas un. Et c'est vrai que le parallèle avec le film de Paul Thomas Anderson est intéressant là-dessus, parce que même si le personnage de DiCaprio veut en être un, au final, s'il pouvait pas en être un, il le serait. Il pourrait rester à la maison, en peignoir, il le ferait. Voilà, c'est ça. Ouais, et je trouve que l'agent secret, tout ce que proposait Une bataille après l'autre, l'agent secret le fait bien et le fait parfois mieux. Et je trouve que même sur ce rapport de génération, de passage de génération, dans l'agent secret aussi il y a ça, notamment à la fin du film, je ne vais pas tout spoiler, mais je trouve que c'est brillant comment c'est amené, et le sujet de c'est tout un film en fait sur la mémoire, donc c'est cette idée on te raconte une histoire des années 70, quelqu'un que le régime veut faire disparaître, et comment on raconte l'histoire de ceux qui ont disparu, comment on raconte l'histoire de comment on reconstitue quoi. Donc c'est un film qui est un peu labyrinthique, qui est presque une enquête qu'on est en train de regarder, que le cinéaste nous fait regarder en même temps que les personnages sont en train de la vivre, et je trouve que le film est très brillant. C'est aussi un film d'amour du cinéma qui va aller citer beaucoup, dire beaucoup, faire beaucoup de cinéma à chaque scène. C'est-à-dire que chaque scène, t'as un plan un petit peu étonnant, un peu signifiant, et c'est jamais juste là pour le style. Il y a toujours un sens à tout ça. Et je trouve que c'est un film hyper dense, hyper complexe, tout en étant suffisamment clair pour pas perdre les spectateurs pendant 2h40. Et j'ai adoré l'agent secret. Et moi, je suis étonné de voir qu'on est... Après, c'est aussi parce que Une bataille après l'autre est sortie en plein milieu de l'année, et que tout le monde parlait à ce moment-là, et que là, ça va être la période de Noël. Peut-être que les gens vont pas aller voir l'agent secret, ou qu'ils vont un peu louper. Je sais pas si c'est la meilleure période pour le sortir. Au milieu d'Avatar. Mais oui, au milieu d'Avatar, le 17 décembre. Oui, mais le public, il ne voudra pas voir Avatar. Voilà, ils iront voir l'agent secret. Et puis c'est un film qui est très attendu, qui a eu 2 prix à Cannes, prix d'interprétation, on va le citer quand même, d'interprétation masculine pour Wagner Moura, et prix de la mise en scène. Donc c'est des films qui d'un coup vont aller impacter des gens qui n'avaient pas prévu de voir forcément ce film-là, mais qui vont en avoir entendu parler et qui vont se dire Avatar, ça me saoule d'aller voir 3 heures de ça. Et surtout, je crois qu'il va faire 3h15. J'ai même pas vu raison, 3h20. Mais ne le regarde pas. J'ai vu le 1 quand j'avais 10 ans et ça m'a suffi. Il faut s'arrêter. Je vais voir si tu vas tenir. Laetitia a dit, cette année, je n'y vais pas. Donc, se fout de notre gueule. Mais je sais pas, les gens aiment vraiment Avatar, ou ils y vont juste parce que c'est l'effet de l'effet marketing. Non, et puis le truc de savoir ce qui va se passer, quoi. Oui. Et encore une fois, tu vois, c'est intéressant, c'est Territory comme film, parce que c'est un monde à part. Ah oui. En fait, c'est les gens voyagent, c'est pas Paris, c'est pas la campagne, c'est pas là où vous allez, etc. C'est un monde où il y a les images incroyables, etc. Et en fait, je pense que le public d'Avatar majoritaire, c'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il va voir en fait. La réalité, c'est que la majorité du public d'Avatar, ils ne vont voir que des films comme ça. Mais bon,
Voilà, revenons concluons sur, parce que l'horloge tourne. Est-ce que tu veux compléter un petit peu plus sur l'agent secret ou ça va, t'as fait le tour J'ai à peu près fait le tour, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un immanquable et j'espère que ça va faire parler. Les critiques ont adoré. J'espère que les gens vont aller suivre ça parce que ça reste un film brésilien, en portugais. Je sais pas s'il y a une VF qui a été faite. J'imagine, mais je sais même pas. Hein. Je pense que c'est une grosse sortie. Je pense qu'ils l'ont doublé. Et le film, il est bien mieux que comment on nous le vend, parce que sur le pitch, c'est une sorte d'histoire de film noir ou de film d'espionnage un peu classique, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais, puis le film n'est pas terrorisant. En fait, il n'y a pas un truc d'oppression et tout ça. Ce qui est hyper intéressant, c'est que scénaristiquement, d'ailleurs, j'aurais plutôt donné moi un prix du scénario qu'un prix de la mise en scène, parce que je pense que ça se repose beaucoup sur son écriture et sa recherche. Ouais, l'écriture est très bonne, Mais c'est le style aussi de Kleberman de Safio qui a vraiment une patte, en fait. J'aurais donné la palme, moi. Donc. Évidemment. Un simple accident, c'est bien. C'est qui a eu la palme? C'est un simple accident. Ah oui, pardon. Moi, j'aurais donné la palme à Eddington, mais en fait, je pense que je suis le seul à... J'ai pas vu Eddington. Mais Eddington, c'est vraiment un très grand film. Je pense que dans 20 ans, on dira « Ah ouais, le film, il appartient à son époque ». C'est des films un peu, pour moi, comme Apocalypse Now, qui appartiennent en fait à une époque où les gens passent un peu à côté. En fait, je pense que ça a énervé aussi les gens parce qu'on est très agacés par toute la politique américaine qui va et qui vient, et que je pense que les gens se disent « Oui, c'est pas le genre de film américain que j'ai envie de voir ». Mais moi, je trouve que Ari Aster, c'est un très grand cinéaste qui va beaucoup compter là sur les années à venir, qui compte déjà, mais qui va vraiment compter. Et parce que justement, il est un peu, je pense, comme les Safdie, il explore des choses dans des territoires qu'on connaît peu. Et je voulais revenir sur l'agent secret. C'est le point important. Moi, j'ai l'impression de n'avoir jamais vu un film comme ça sur cette époque-là. C'est-à-dire que quand même... je pense. Si, il y a eu le film, tu sais, de Walter Salles, je sais plus sur la dictature, comment ça s'appelle? C'est le film où elle a été nommée à l'Oscar, l'actrice. Tu sais, c'est le mari se fait enlever, c'est pas la famille... I'm Still Here. Oui, c'est ça. Je serai toujours là. Je sais plus comment il s'appelle en France. C'est une histoire, complètement inconnue pour nous. Cette période historique, mais qui est hyper connue. Et qui est hyper connue au Brésil. Et c'est pour ça que d'ailleurs le film a cartonné. Je sais pas ce que ça va donner le film de Kleberman de Safio. Pareil, j'espère. Mais c'est vrai que c'est une époque qui a énormément marqué, et surtout qui a duré, qui a énormément marqué le Brésil. Et je trouve que c'est vraiment un film, à mon avis, qui va devenir très important, l'agent secret, sur cette époque-là. Et qui arrive à en parler alors qu'on n'en sait rien, nous, en Europe. Bien sûr. On n'en sait rien. Et même quand on ne sait rien, on va voir le film et le film arrive à nous prendre et tout nous montrer. Et on comprend toutes les ramifications de choses qui se passent. Mais c'est des enjeux universels. Après, on n'a jamais connu la dictature, mais je pense que, par exemple, au Portugal ou en Espagne, le film de Kleberman de Safio fera un carton. Et je trouve que l'agent secret, il y a quelque chose qui est très, très actuel, très vrai, même dans sa manière de montrer une dictature qui est pas juste l'image en fait qu'on a d'une dictature, ça va toujours être l'armée dans la rue, de la violence partout. Là, c'est pas ça. C'est beaucoup plus insinueux, c'est beaucoup plus un peu discret, et c'est des gens qui vont. En plus, il y a un côté politique de lutte des classes, c'est-à-dire que c'est un riche industriel qui demande à des tueurs à gages de tuer. Ces tueurs à gages vont demander à quelqu'un d'encore plus pauvre de tuer pour moins cher, et tout le monde se passe en fait le sale boulot. Donc la corruption en fait passe dans tous les sens, tout est un peu en ruissellement comme ça. Et je trouve que le film partage ça, et il y a ce ruissellement de la mémoire des gens qui ont des traces de gens disparus qui se les passent comme ça, qui se les passent un peu de main en main, et ruissellement du sang et de la mort et de gens qui vont demander à d'autres de tuer pour eux, et toutes ces thématiques-là sont super bien menées, je trouve, dans l'agent secret. C'est un film qui foisonne en fait de cinéma, et à chaque fois qu'on s'attarde quelque part, on se dit « Ah, mais il y a tout ça qui est dit dans une seule scène ». C'est vraiment un film qui, je trouve, est délicieux à regarder. Faut que tu le revoies, Laetitia. Mais je crois que tu l'as vu dans une petite salle, toi. Hein. Non, je l'ai vu... Tu l'avais à Cannes? Non, je l'ai vu après. Moi, j'ai eu la chance de le voir à Cannes, donc je pense que j'étais... Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ouais, je l'ai pas vu dans des conditions super, et j'avais trouvé ça très long, mais... Ça peut jouer. Mais j'entends tous tes arguments, et je suis plutôt d'accord. Juste rapidement, parce que, encore une fois, le temps nous appelle. On voulait faire un petit arrêt sur quelques-uns de tes coups de cœur, Théo, pour que tu puisses nous dire un tout petit mot sur chacun, parce que c'est des films qui sont en salle ou qui vont arriver, mais du coup c'est intéressant parce qu'on aime bien avec nos invités qu'il y ait des recommandations. Je les cite. Donc il y a Silver Star de Lola Bessis et Ruben Amar qui est actuellement en salle, distribué par Wayna Pitch. On en reparlera nous aussi dans un autre podcast. L'incroyable Femme des Neiges de Sébastien Bedbédé, distribué par KMBO, qui est en salle depuis le 12 novembre. La petite dernière d'Afia RC.
distribué par Advitam, en salle depuis le mois d'octobre. Partir un jour d'Amélie Bonin, Pathé, distribué par Pathé, et donc qui était le film d'ouverture de Cannes, qui était sorti le 13 mai, donc maintenant qui est disponible en VOD et SVOD, j'imagine aussi. Et Les Enfants vont bien de Nathan Ambrosini, distribué par Studio Canal, et donc qui est en salle le 3 décembre, donc à l'heure où on enregistre le podcast. Le film sort demain, mais donc quand les gens écouteront le podcast, le film sera en salle. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ces 5 films ont été un petit peu un impact pour toi? Je t'avais donné cette sélection aussi pour avoir des films de territoire qui allaient un peu chamboler nos habitudes. Mais 2 gros coups de cœur sur ces 5, c'est vraiment La Petite Dernière et Les Enfants vont bien, qui sont peut-être moins des films de territoire, peut-être un peu La Petite Dernière pour montrer la banlieue. Oui, parce qu'en plus, on n'a jamais exploré la banlieue comme ça. Oui. Montrer la banlieue, mais vraiment explorer le rapport féminin dans la banlieue, c'était très intéressant là-dessus. Du coup, ces 2-là, c'est vraiment des gros coups de cœur. Pour parler de La Petite Dernière, moi j'ai déjà aimé la démarche en fait du film autour de son sujet. C'est que il y a un créateur qui s'appelle Razbaï sur les réseaux sociaux qui fait des vidéos super intéressantes. Lui il est enseignant chercheur et il parle beaucoup de rapport aux médias et de rapport aussi aux luttes LGBT dans les médias, tout ça. Et il disait c'est un film qui fait du compromis, c'est un film qui cherche pas en fait de solution. Il disait rien n'est à résoudre, tout est déjà là. Il dit cette phrase sur le film. Et en fait c'est un film qui va pas chercher un conflit ou qui va pas chercher à ce que l'héroïne fasse d'un choix. En fait, c'est plus un parcours et d'accepter qu'en fait, dans sa vie, dans ce qui la constitue, les choses peuvent être paradoxales, elles peuvent être opposées, elles peuvent ne pas se comprendre et c'est pas grave, ça fait quand même partie d'elle. Et rien que ça, je trouve ça très beau comme choix parce que on imagine un film sur une lesbienne en banlieue, on s'attend tellement à ce qu'il y ait de la haine, du conflit, l'imam qui va gueuler et en fait, familiaux et tout. Toutes ces scènes-là n'arrivent pas et tout il n'y a pas de scène de coming out alors que la scène où on l'attend finalement elle ne le dit pas et en fait elle n'a pas besoin de le dire. Qui aurait dû le film aurait dû s'achever là-dessus d'ailleurs. S'achever sur ça et finalement il n'y a pas ça et en même temps on comprend que les parents ont compris, en tout cas que la mère a compris quelque chose et qu'il n'y a pas ce moment de jugement où elle doit assumer quelque chose ou révéler qu'elle n'était pas celle qu'on pensait être en fait. Elle est ce qu'elle est et le film et tout le monde l'a déjà compris, tout le monde laisse faire ça et je trouve ça vraiment beau. Vraiment génial dans sa forme, même si je trouve que ça reste un film assez scolaire au final et que ça ressemble à beaucoup de films sociaux français. On a vu ça avec Nino, on a vu ça avec d'autres films aussi qui sont sortis. J'ai pas forcément tous les noms en tête. C'est vrai que cette année, on en parlait hier. Là, l'ensemble des films français qui sont sortis, mais j'ai souvent cette conversation, c'est que c'est vrai qu'il y a des trucs où j'ai l'impression que c'est beaucoup de sujets qui se répondent les uns les autres sans forcément qu'il y ait une énorme ambition. Enfin, il y a eu quelques exceptions. Voilà, on a parlé en antenne de Rapace, de Peter de Runzis, mais même L'épreuve du feu d'Aurélien Père, très bien. Qui est très très bien. Je pourrais mettre aussi dans mes recos là. On va le recommander du coup, mais de toute façon, comme on l'a reçu, on en a beaucoup parlé, mais on est très heureux. Je pense maintenant il doit être disponible en VOD. Donc regardez ce film et pour ceux qui nous écoutent, qui votent au César, votez pour ce film. D'ailleurs, les 2 acteurs du film principaux sont prénommés, sont révélation César. Ils mériteraient. Ils sont vraiment tous les 2, Félix Lefebvre et Anja Verderosa, les 2 sont géniaux. C'est des performances incroyables. Et je trouve leurs performances mais tellement vraies. C'est ce que je vois pas dans certains films. Je vais pas aller taper sur des films parce que on va rester positif, mais j'aimerais taper sur Météor et j'aimerais taper sur les acteurs de Météor où ça va pas du tout et rien ne va. Et à côté, L'épreuve du feu, je trouve qu'il sonne extrêmement vrai. Et à tous les moments, je pourrais presque me dire que c'est improvisé, que c'est un vrai moment de vacances qu'ils vivent. Et c'est ça la force du film, quoi. C'est-à-dire que tout sonne très vrai. Pour un premier film, en fait, c'est assez remarquable, en fait. C'est très surprenant. Et on croit vraiment à tout ce qu'elle, notamment, elle ressent d'amour pour Félix Lefebvre dedans, on y croit totalement, quoi. On croit aussi le côté perdu qu'elle peut avoir face à lui, qui va faire des choix de débile parfois, qui va vraiment être con. Et en fait, on y croit totalement. Et je pense que c'est tellement important dans un film déjà de croire à ce qu'on nous raconte, de croire à l'existence d'un amour entre certains personnages, d'une amitié envers d'autres, là où dans certains films on n'y croit pas. Voilà. Et je trouve que L'épreuve du feu réussit tout ce qu'il entreprend, quoi. Donc ça aussi, beaucoup de cœur. Et après, Les enfants vont bien de Nathan Ambrosini, j'ai vraiment envie de le défendre ce film parce que je l'ai adoré. Après, Nathan, moi je le suis son travail depuis son tout premier, j'étais à l'avant-première de son premier film en 2019, j'étais encore étudiant en cinéma.
et que je trouve assez inégal son premier. Il disait lui-même que c'est un film adolescent et je trouve que oui, c'est-à-dire que c'est un sujet beaucoup trop gros pour un gamin de 18 ans et il n'avait pas vraiment les épaules pour parler de tout ça. Et Tony Oui. Les drapeaux de papier sont tout premiers. Non, j'ai pas vu. Mais le film a eu le prix du public à Angers. Ah, possible. Et donc ça a eu quand même une forme d'impact. Il ne faut pas oublier que le prix public aujourd'hui maintenant à Angers a une forme d'impact. Chien de la casse l'avait eu et il a eu le César après du meilleur premier film. Donc il y a peut-être le public d'Angers a un impact aussi sur ce genre de film. Mais du coup le film je le trouvais encore un peu trop fragile. Tony en famille c'était très bien. J'ai beaucoup aimé ce sujet aussi d'une mère qui finalement n'est plus vraiment une mère parce que les enfants sont grands. Et du coup cette idée d'une sorte de drame qui est pas un drame. C'est faire le deuil d'une condition sans que ça soit un deuil violent. Et moi, j'ai trouvé ça très très beau. Même si je trouvais que parfois les ados étaient un peu trop inégaux ou ça se voyait trop qu'ils jouaient. Ouais, ils le sont. C'est des petites choses. Tu l'as vu, Tony en famille, tu l'as vu ? Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Moi, mais je trouve que là, son troisième film, c'est parfait, quoi. Il n'y a rien à redire, il n'y a rien à sortir. Et le sujet n'est pas justement trop costaud, encore une fois. Il a fait tout ce qu'il fallait et il a fait une conférence après la projection. J'étais venu le voir en avant-première. En plus, Nathan est adorable, donc c'est très bien d'avoir des réalisateurs qui sont. On sent que c'est des gens très humbles, très ouverts, très accessibles et qui donnent un vent frais au cinéma où c'est plus du tout ces anciens un peu mastodontes qui regardent de haut. Il est produit par un des producteurs les plus accessibles qui est Hugo Sélignac. Donc ça va aussi, je pense. Dans ça va ensemble et vraiment Nathan est génial et tout après la projection, il a fait pendant 1 heure une petite conférence un peu où il parlait du coup de son cinéma, de comment il avait fait le film et toute la démarche, ça se voit qu'il a voulu tenir certaines choses, certains choix artistiques face aux financiers qui disaient vous êtes sûr que les gens vont comprendre tel truc, telle chose. Il a voulu garder parce que c'est un film qui parle d'une femme qui laisse ses enfants à sa sœur et qui part et qui donne plus de nouvelles et qui disparaît. Le droit à l'oubli. Voilà, droit à l'oubli. Et tout le long du film, elle disparaît pour de vrai. Il n'y a pas de moment où elle va redonner des nouvelles. Il y a vraiment cette absence qui est là tout le temps et du coup il arrive à filmer des scènes où il y a une absence, où il y a une non-présence de quelqu'un et quand même réussir à faire ressentir ce doute, cette peur, cette possibilité d'un retour. Qu'elle revienne, Et il arrive à filmer cette famille qui est pas censée être une famille, qui sont pas censés se connaître et qui apprennent à faire famille. Et tout ça face à l'administration qui demande très rapidement à Camille Cotin de prendre la tutelle des enfants parce qu'ils vont devoir aller à l'école, de lui demander finalement de devenir une mère alors qu'elle n'avait pas prévu. Et je trouve que le film, il est pur, il est juste à chaque fois. Les enfants sont extraordinaires. J'ai jamais vu ça, ils sont vraiment parfaits. Jamais on les voit cabotiner ou jouer. En fait, tout est extrêmement vrai. Et je trouve que c'est une réussite. C'est vraiment son meilleur film de très très loin. Et tout le long du film, je me disais, je sentais une inspiration Koreeda, cinéaste japonais qui est très spécialisé sur la famille, sur ce rapport aussi de famille un peu dysfonctionnelle ou de montrer des situations un peu étonnantes de famille. Et dès la conférence, il dit que Koreeda c'est une de ses inspirations et je me suis dit mais oui, ça se voit. Et je trouve qu'il prétend à se rapprocher de Koreeda et je trouve qu'il le fait bien et il n'a pas à pâlir face au film de Koreeda par rapport aux enfants vont bien. Je trouve ça vraiment très très bien, quoi. Ok, on note, on ira voir ça. On a une petite tradition dans Territory, c'est de proposer à nos invités d'évoquer 3 films majeurs qui sont importants dans leur vie. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler de 3 films dans ton panthéon personnel, s'il y en a 3? Alors, là c'est bon, j'en ai 3 d'un coup qui me viennent, c'est bon. C'est pas forcément des films de territoire. Okay. C'est plus, il y en a un qui est un petit peu territoire, mais ça reste quand même des films de ville. Okay. Un premier film fondateur pour moi, c'est Sexe, mensonge et vidéo de Steven Soderbergh, parce que je trouve que c'est un film en 89 qui parle déjà du rapport à la caméra et du rapport à l'intimité par la caméra, parce qu'on raconte l'histoire d'un personnage qui est impuissant sexuellement et qui demande aux femmes de raconter leur vie sexuelle à la caméra et qui a finalement une sorte d'histoire d'amour qui se crée comme ça, et raconter ça en 89 quand personne n'a de caméra chez soi, je trouve que c'était hyper brillant. Premier film de Soderbergh. Premier film, Palme d'Or, écrit en 8 jours à 26 ans. C'est une folie. Ouais. Il a... Vraiment, il bluffe tout le monde. Et le film a annoncé en fait tout le cinéma indépendant américain de Tarantino, Pitié. Il n'y aurait pas tout ça sans Soderbergh et sans ce film-là. Thomas Anderson, vraiment. Ouais. Et vraiment, toute cette époque des années 90, elle est annoncée par ce film. Et aujourd'hui, je trouve que le film il est hyper actuel parce que on a tous un téléphone sur nous, on a tous une manière de filmer nos vies, de raconter notre vie privée sur les réseaux. Et ce film, il vient déjà questionner notre rapport à l'image. Et ça veut dire quoi de se filmer ? Ça veut dire quoi de filmer quelqu'un ? Est-ce que l'intimité
c'est ce qu'on décide de filmer ou ce qu'on décide de ne pas filmer, de ne pas montrer. Et je trouve ça fascinant. Et ça reste un peu, excuse-moi, je te coupe, un film un peu derrière, caché derrière l'idée du film de territoire, parce que Soderbergh est quand même un cinéaste qui sort pas qui est pas d'une famille de cinéma, qui vient pas d'une grande famille, qui vient pas des grandes villes et tout ça, etc. Donc il y a quand même son approche, elle est liée aussi à son histoire et de là d'où il vient. Et le film se déroule dans une petite ville un peu paumée, je crois, et donc ça rentre. Voilà. En gros, le film peut rentrer. Et même d'autres films de lui comme Trafic, qui est absolument génial, ou Erin Brockovich aussi, c'est du film de territoire à 100%. Tout à fait. Mais du coup, ce film-là, il est fondateur, et même dans mes projets de cinéma, de ce que je veux créer, tout tourne autour de ce rapport à la caméra. Bien sûr. Donc c'est vraiment ma plus grosse inspiration. Et le fait que le deuxième film qui m'inspire beaucoup soit très inspiré de ce premier... Le deuxième, c'est La bataille de Solferino de Justine Triet. Très bon film. Qui est pour moi, c'est ça. Je l'ai vu il y a cette année, ça m'a redonné envie de faire du cinéma. Pour moi, c'est le meilleur film de Justine Triet. Ah oui, mais de très loin. Pour moi, de très loin. On n'est pas beaucoup à le penser. Hein. Ah, mais moi, je trouve que c'est son meilleur film de très loin. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait après, en fait. Mais je trouve que ce film, il dit tout ce que, il fait le film que j'aurais rêvé de faire. Donc, je l'ai vu en ayant presque le seum, en me disant, ça y est, c'est bon. Hein. Elle l'a déjà fait. J'arrête. Elle l'a fait. De mélanger fiction et réalité, de raconter des personnages qui sont extrêmement faillibles et jamais vraiment manichéens. Même en parlant d'une situation où on parle aussi d'un ex-mari qui est violent. Et quand même d'arriver à nous mettre dans cette position où on ne sait pas si on doit le condamner ou pas, à toujours nous pousser dans nos retranchements un peu moraux. Un ex-mari qui est joué par Vincent McCain, qui est le gros nounours du cinéma français. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle en fait justement un mari violent. Oui. Et c'est hyper intéressant parce que ce qui nous fait douter, c'est la sympathie qu'on a pour Vincent McCain, parce qu'on sait ce qu'il représente, alors qu'en fait, il joue un mec hyper violent. Et que tout le film, je trouve génial d'aller laisser traîner des scènes et d'aller nous montrer des gens qui essayent de toujours trouver des justifications, des compromis, de faire exister une famille qui n'existe plus. C'est-à-dire que même elle, Laetitia dans l'histoire, son ex-femme, elle a quand même envie qu'il soit un peu présent pour les enfants parce qu'elle ne veut pas non plus le rayer de sa vie. Et lui, il a envie d'être présent pour eux, et pas forcément de la reprendre elle comme femme parce qu'il veut pas non plus être aussi violent que ça. Donc tout le monde essaye de trouver des sortes de compromis. Je trouve ça sublime. Et puis d'aller filmer ça le jour d'une élection présidentielle, de montrer un théâtre intime face au théâtre politique et de se dire en fait le théâtre intime il est aussi intéressant et qu'il est peut-être plus révélateur de notre époque et de notre monde que le théâtre politique qui se passe en arrière-plan. Mais le théâtre intime est devenu politique. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on s'intéresse plus à la vie des gens et les politiciens utilisent les problèmes de la vie des gens. Le nombre de politiques qui ont utilisé l'affaire Pédico, qui ont utilisé telle ou telle histoire, etc. Les faits divers qui sont pris. Les faits divers qui sont... l'extrême droite le fait énormément, les faits divers sordides. Il y a un truc très intéressant là-dedans, d'ailleurs très cinématographique aussi, puisque justement, ça permet d'éclairer certains sujets. Et troisième film, du coup ? Troisième film, un film que très peu de gens ont vu. Je sors vraiment une vieille ref, mais c'est un film qui a changé ma vie. Je ne l'ai pas revu depuis que j'ai 18-19 ans, donc je ne sais pas ce que ça vaut au final. C'est un film japonais du réalisateur Sonotion, qui est un réal... Sonotion. J'adore. Qui est un réal que je trouve extraordinaire, qui a vraiment, vraiment marqué tout ce que j'aime dans le cinéma. J'ai vu beaucoup de ses films. Et qui s'appelle Noriko's Diner Table, la table à dîner de Noriko. Il n'y a pas de table à dîner dans l'histoire. Ça n'a rien à voir ce titre, je ne comprends pas. Okay. C'est censé être une sorte de diptyque avec un autre film qui s'appelle Suicide Club, qui est un peu plus connu dans son cinéma, qui est une histoire où plein de jeunes japonais se suicident sans raison et ça devient presque une sorte d'épidémie. Et le film nous parle de ça comme si c'était tous réunis pour se suicider à certains endroits, à certains moments, mais sans jamais être expliqués. Et donc c'est un film qui est un peu bordélique, un peu punk et super intéressant. Et Noriko's Diner Table nous prétend qu'il va nous donner des réponses. Finalement, il ne nous les donne pas, il nous donne d'autres questions. Et c'est l'histoire d'une jeune fille japonaise qui vit à la campagne et qui a une vie très tranquille avec son père, sa mère et sa sœur, et qui décide finalement de partir parce qu'elle n'en peut plus. Et il n'y a pas de raison qu'elle en puisse plus. Juste, il y a une sorte de ras-le-bol d'une génération japonaise qui ne peut plus vivre avec l'ancienne. Okay. Donc elle s'en va, elle part vivre chez une amie qu'elle a trouvée sur un forum. L'histoire se passe en 2005, donc un forum sur Internet à Tokyo, et à déambuler dans la ville et à se faire embaucher comme une sorte de fille à louer. C'est-à-dire qu'un vieillard va l'embaucher pour se faire passer pour sa petite fille le temps d'une journée parce qu'il a besoin de compagnie. Une famille a besoin de quelqu'un, donc elle va se faire embaucher avec sa pote pour faire croire qu'ils sont issus de leur famille. Enfin, des familles japonaises qui se payent pour exister. Et t'as ces moments-là, et tout au long du film, il y a une voix off en fait de l'héroïne qui nous raconte
ce qu'elle ressent. Donc c'est quelque chose qui peut être un peu perturbant parce que tout le long il y a cette voix off. Puis il va y avoir la voix off de sa sœur qui va venir la rejoindre. Puis la voix off du père qui va essayer de les chercher. Et moi j'ai trouvé bouleversant, je trouvais que ce film était génial. Il y a un aspect un peu documentaire aussi que j'aime beaucoup. C'est tourné avec une petite caméra portée. Et c'est un film qui dure 2h20, 2h30, qui est assez long. J'ai des amis où je les avais montrés, ils n'avaient pas aimé. Donc je sais pas ce que ça vaut. C'est particulier, hein. C'est un cinéma qui est assez surprenant. Oui. Je sais pas si t'as vu beaucoup de films. Sion Sono, d'ailleurs, en France, on dit souvent Sion Sono. Et j'en ai vu plusieurs, et il a une partie de son cinéma qui est un petit peu starbé, un petit peu marrant. Il y a Why Don't You Play in Hell, qui est un peu connu, qui est une sorte de film un peu loufoque, avec des malfrats qui embauchent une équipe de cinéma, et du coup, en fait, au final, tout le monde s'entretue. C'est très marrant, mais il a fait des films qui sont très sombres, très premier degré au final, où il voulait critiquer le Japon et les... Guilty of Romance, qui est génial aussi. Qui était à la quinzaine des cinéastes, je crois, il y a quelques années. Qui est génial. Et dans la même veine, Noriko's Diner Table, c'est ça aussi. Et moi, ce film m'a bouleversé. Il y a des scènes qui sont d'une violence dingue sans être violent physiquement. C'est pas du gore, c'est des moments où un père essaye de retrouver ses enfants. Il y a des trucs très beaux, très forts. Et il y a toute cette sensation d'un Japon perdu, malade, de gens qui se parlent pas, qui se parlent plus, et un cinéma qui est un peu punk, un peu surréaliste parfois. Oui, tout le temps. Son dernier film, je sais pas si tu l'as vu, qui est un film un peu post-apocalyptique, j'ai oublié le nom, mais c'est avec Nicolas Cage. Il allait faire un film aux États-Unis. Je l'ai pas vu celui-là. Complètement. Le dernier que j'ai vu, c'est The Forest of Love, qui était passé sur Netflix. Ah oui, mais il en fait beaucoup. Hein. Il a une vitesse de fabrication assez... Oui, des fois il en sortait, je crois, 6 par an. Il a déjà fait ça une fois. Il a battu le record de Hong Sang-soo, le gars. Et Hong Sang-soo, il va vite. Hein. Donc, c'est assez dingue. Merci pour ton top. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Vous pouvez nous suivre sur la page Instagram @territory_podcast et nous contacter pour des suggestions, des questions, des envies. Les informations écrites figurent dans la présentation des épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Merci Théo. Merci. À une prochaine. Nana, Kwaeri, au revoir Kenavo, bonne journée ou bonne soirée. Et n'oubliez pas, le cinéma, c'est partout où vous vous trouvez. C'était Territory, un podcast produit par Shaman Labs, Hassan Kamrani, Gérobek et Romain Pourrieux. Réalisation et présentation, Germaine Le Carpentier, en collaboration avec Laetitia Bénéat. Composition et création musicale, Fred Auger, avec la participation de Mélanie Roux.